Les infos de National Broadcasting Company Radio. Ron Nessen s'exprime. 30 hommes ont atterri en hélicoptère au centre de Quang Tri. D'autres troupes sud-vietnamiennes avec des conseillers américains auraient pris 2 villes de district voisines et avanceraient vers la périphérie de Quang Tri. Depuis l'est et le sud-ouest, la résistance nord-vietnamienne, jusque-là peu forte, serait en train de se renforcer. Pendant ce temps, les Nord-Vietnamiens ont poursuivi leurs tirs sur Hue, alimentant la crainte que les communistes laissent les Sud-Vietnamiens avancer vers Quang Tri pour affaiblir les défenses de Hue. Le président Lyndon B. Johnson maintient les États-Unis actifs dans la guerre au Vietnam. Le gouvernement fait de son mieux pour maintenir le pays dans l'ignorance de la guerre grâce à la politique de franchise de l'administration. Ils disent compte que la guerre sera courte. 1968 leur donnera tort. C'est l'année où les États-Unis feront face à une offensive sanglante et brutale, alors que la réalité de la guerre frappe de plus en plus une population désabusée. C'était plutôt calme là où nous étions la plupart du temps, sauf pendant le Tet 68 à la fin janvier, et c'est là que tout a basculé. À la fin de 1967, les attaques nord-vietnamiennes à travers le Sud-Vietnam étendent les forces alliées vers la zone démilitarisée. Loc Nam est attaqué le 29 octobre 1967. Dac, tôt le 23 novembre 1967. À la mi-décembre, le commandement américain confie la défense exclusive au 5e groupe de Rangers sud-vietnamiens. Ils doivent être soutenus par le 2e bataillon de la 13e artillerie américaine, les 2e Field Force américaines, un groupe de type corps composé de 39 bataillons. Sous le commandement du lieutenant-général Frederick C. Weyand, il est chargé de rechercher et de détruire les bases du Viet Cong et nord-vietnamiennes proches de la frontière cambodgienne. Weyand, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, est mal à l'aise. Pourquoi ces soldats ne rencontrent-ils pas plus de troupes ennemies ? Pourquoi le trafic radio autour de Saigon est-il plus important que d'habitude ? Avec l'accord du général Westmoreland, Weyand peut rappeler une partie de ses troupes dans le périmètre de 29 miles autour de Saigon. Weyand y s'avérera et clairvoyant. 21 janvier 1968. La garnison de Marines à Karasan, située à distance dans le sud du Vietnam, a été fortifiée par le général William Westmoreland du commandement d'assistance militaire des États-Unis au Vietnam. Forte de 6000 marines, Westmoreland craint que les forces vietnamiennes ne s'emparent de la zone pour renforcer davantage leur emprise. Le 21 janvier, l'armée populaire du Nord-Vietnam lance un bombardement sur la base. 90% des obus d'artillerie et de mortiers des forces américaines sont détruits. 18 marines sont tués et 40 sont blessés. Le président Johnson et le général Westmoreland décident de tenir la base et de lancer un bombardement offensif contre les forces ennemies près de Khe Sanh. Cette première attaque dure 2 jours. La base, avec son avant-poste, bloquait la principale voie d'accès vers l'est de la province de Quang Tri. La solution souhaitée au problème, utilisant des assauts aéroportés en force, n'était pas possible en raison du manque de personnel et d'aéronefs. Même s'ils avaient été disponibles, la météo aurait compliqué une telle opération avant mars ou avril. Il ne fallait pas non plus négliger la possibilité d'attirer une force ennemie majeure dans une position où elle pourrait être détruite de manière décisive. Un autre élément pris en compte dans la décision était que la défense de Khe Sanh pouvait être envisagée comme un exemple classique d'économie de force. Il semblait certain que les 2 divisions d'élite de l'armée nord-vietnamienne, qui auraient pu être utilisées ailleurs dans la province, pouvaient être contenues par un régiment de Marines renforcé, avec une aide majeure des frappes aériennes et de l'artillerie. En plus de ces 2 divisions, 2 autres divisions ennemies maintenues en réserve par l'ennemi n'ont jamais été engagées parce que la situation n'a pas évolué en faveur de l'ennemi. Le général Westmoreland n'avait que 2 choix.
rester et renforcer ou partir. Il a choisi de rester. L'offensive du Tet mettait également à rude épreuve les approvisionnements utilisés par les forces américaines, avec une moyenne de 2600 tonnes de ravitaillement par jour sans compter le pétrole. 1000 tonnes supplémentaires seront nécessaires pour lancer une contre-offensive à Khe Sanh. L'offensive du Tet lancée par l'ennemi a accru la charge sur le système d'approvisionnement américain. Déjà présent dans le premier corps et déjà poussé à la limite de la rupture. Le colonel Daniel F. Munster, officier logistique du commandement d'assistance militaire au Vietnam, a déterminé la quantité de fournitures consommées chaque jour par ces unités et s'est rendu compte qu'il devait disposer de tonnage supplémentaire pour reconstituer les stocks et se préparer à la contre-offensive visant à soulager Khe Sanh, dont le début était provisoirement prévu pour le 1er avril 1968. Alors que l'attention reste concentrée sur la garnison des Marines à Khe Sanh, les forces du Viet Cong et nord-vietnamiennes se rassemblent lentement dans d'autres régions du Sud-Vietnam. 30 janvier 1968. Pendant ce temps, 35 bataillons ennemis convergent vers Saigon avec pour objectif de prendre 6 cibles principales. Le quartier général de l'armée de la République du Vietnam à la base aérienne de Tan Son Nhut, le palais de l'Indépendance, l'ambassade des États-Unis, le quartier général naval de Long Ban et la station de radio nationale. Fait inquiétant, cette attaque fait partie d'une offensive plus vaste menée par les forces combinées du Viet Cong et du Nord-Vietnam. Et celle-ci s'avérera plus dévastatrice sur le plan psychologique pour le moral américain et la confiance dans la guerre que tout le reste. Ho Chi Minh sait que l'Amérique ne retirera pas ses forces et ne négociera que si elle y est contrainte. La couverture permettant aux forces nord-vietnamiennes et au Viet Cong de lancer une offensive, c'est donc une fête. Et puis tout à coup, un soir, on était assis là et on a vu toutes ces roquettes et ces mortiers arriver et des balles traçantes partaient vers la base des Marines là-bas à Quang Tri et on ne savait pas ce qui se passait. On a entendu parler de ce qui s'était passé à Hue. La première cavalerie aérienne et les Marines y menaient de grandes batailles. Et nous, on était assis comme sur une colline au milieu. On ne savait pas ce qui se passait. Tet? Qu'est-ce que le Tet? La fête la plus importante du Vietnam, le Tet, apporte avec elle une trêve dans les combats. Les forces du Viet Cong et du Nord-Vietnam en profitent, ainsi que de la diversion causée à Khe Sanh. Se déguisant en paysans, beaucoup d'entre eux infiltrent les villages et les villes sous prétexte de déplacement pour les fêtes. À 01h30, un peloton de 15 hommes du Viet Cong attaque la place impériale à Saigon. Ils parviennent à s'infiltrer dans l'enceinte, mais 8 d'entre eux sont tués par des tirs nourris. Le général Weyand, ses craintes confirmées par la vague d'attaque, envoie près de 5000 soldats américains en action pendant les 2 heures, allant de 03h00 à 05h00. Il confie la responsabilité des forces envoyées à son adjoint, le général Keith Ware. Ware, commandant de bataillon pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu la médaille d'honneur. À 2h du matin, le complexe de l'état-major interarmé de l'armée de la République du Vietnam est attaqué par un bataillon du Viet Cong. Ils n'ont pas réussi à percer lors de leur première attaque, mais sont rapidement renforcés par 2 autres de leur propre bataillon. À 4h du matin, un camion de policiers militaires fonce soutenir le logement des officiers américains près du quartier général de l'armée de la République du Vietnam, mais il est pris en embuscade par une compagnie du Viet Cong. Les 2 camps s'affrontent 12 heures dans une ruelle, causant la mort de 16 policiers militaires et 21 blessés. Les Viet Cong parviennent à pénétrer dans l'enceinte de l'armée de la République du Vietnam vers 9h30, mais ils sont repoussés par les parachutistes sud-vietnamiens. Une explosion secoue le mur extérieur de l'ambassade des États-Unis à Saigon à 2h47. Elle crée un trou de plus d'1,20 m qui permet à 19 terroristes Viet Cong de s'engouffrer et d'attaquer l'enceinte. À 9h, à la fin du siège de l'ambassade des États-Unis, 4 policiers côté militaire et un marine sont morts. Un seul soldat Viet Cong survit.
Les parachutistes sud-vietnamiens à la station de radio nationale n'ont pas cette chance. Ils sont arrivés plus tôt pour la renforcer contre une attaque ennemie présumée et choisissent de dormir sur le toit. C'est une erreur fatale. Les soldats du Viet Cong tirent depuis un immeuble adjacent et tuent en tout les parachutistes dans leur sommeil. Ils prennent la station sans difficulté et se préparent à diffuser une bande préenregistrée qui annoncera leur soulèvement général et la chute de Saigon aux forces communistes. Ils sont déjoués lorsqu'une équipe située au site de transmission à 14 miles de là reçoit le signal de couper la liaison. Environ 70 000 Nord-Vietnamiens et Viet Cong prennent les armes contre plus de 100 villes et villages sud-vietnamiens. Le point culminant de l'offensive du Tet a lieu dans les murs d'une ville prospère. La ville de Hue, située à seulement 50 km de la zone démilitarisée et le long de la rivière des Parfums, constitue une ligne d'approvisionnement vitale pour l'armée de la République du Viet Nam et les États-Unis. Elle sert également de base à la marine américaine. Malgré son importance, Hue reste mal fortifiée et mal défendue. À 2h33, les forces nord-vietnamiennes lancent leur attaque et prennent l'aérodrome de Tai Loc, le quartier général de l'armée de la République du Viet Nam et le complexe du commandement de l'assistance militaire américaine au Viet Nam. Les combats sont sauvages et sanglants et se terminent avec les soldats nord-vietnamiens hissant le drapeau du Viet Cong à 8h. Ils tiendront plus de la moitié de la ville, y compris l'ancienne citadelle fortifiée, pendant 3 semaines. Alors que les forces sud-vietnamiennes tentent de réprimer l'ennemi, les Marines américains du 1er bataillon de la Task Force X-Ray arrivent d'une de leurs bases située à 13 km au sud de la ville. Les combats sanglants et intenses font rage pendant 26 jours. Les Marines des 1er et 5e régiments sont forcés de combattre maison par maison, reprenant la ville un pâté de maisons à la fois. Pourtant, les forces communistes tiennent toujours la citadelle impériale et la moitié sud de la ville. Les Marines reçoivent l'autorisation des Sud-Vietnamiens d'utiliser des obus et de l'artillerie sur la structure historique et ancienne de la citadelle. Nous sommes le 29 février lorsque les forces américaines reprennent enfin la citadelle et forcent les Nord-Vietnamiens à se retirer. Les soldats découvrent que la citadelle est le site d'un massacre. Des catégories entières de citoyens, des intellectuels aux chefs religieux, ont été arrachés à leur domicile par le Viet Cong et exécutés. Enterrés dans des fosses communes, près de 2800 corps seront découverts au cours des prochaines années. Cela peut être considéré comme une victoire sur le papier, mais avec 80% de la ville détruite par les frappes aériennes de l'armée de l'air et les civils survivants laissés sans abri, c'est tout au plus une victoire à la Pyrrhus. De retour aux États-Unis, la couverture médiatique de Hue révèle à la population les effets de la guerre de première main. C'est le tournant dans la perception de la guerre par le public américain, alors que les médias la diffusent directement sur leurs écrans de télévision. J'étais vraiment déçu parce que mon père m'envoyait des journaux qui arrivaient là-bas environ une semaine après qu'il les avait envoyés. Ils allaient dire, vous savez, que des unités avaient été complètement anéanties alors que ce n'était pas le cas ou qu'il y avait eu une bataille, et ils disaient que 3 Américains avaient été tués. Mais ils omettaient aussi de dire que 100 Nord-Vietnamiens avaient été tués lors de cette même bataille. Et c'était très partial, soutenant essentiellement les Nord-Vietnamiens et biaisé dans le sens où il laissait entendre que les Nord-Vietnamiens gagnaient la guerre alors que c'était le contraire. Les combats font rage dans tout le Sud-Vietnam, mais les forces alliées en sortent victorieuses, les forces nord-vietnamiennes et Viet Cong étant décimées. La grande décimation des rangs du Viet Cong crée un déséquilibre entre les deux alliés communistes, les nord-vietnamiens gagnant plus de pouvoir dans l'alliance. Les forces ennemies perdent des milliers d'hommes,
8113 selon le commandement d'assistance militaire au Vietnam, tandis que les pertes américaines s'élèvent à 216 tués et 1584 blessés. Quant au sud-vietnamien, il compte 452 morts et 2123 blessés. Au total, environ 58 000 personnes sont perdues de tous les côtés. Les forces combinées des États-Unis et des Sud-Vietnamiens ont réussi à vaincre les forces communistes et beaucoup de mérite revient au général Wayland pour avoir eu la prévoyance de défendre Saigon. L'armée américaine réagit par des opérations de recherche et de destruction à travers Saigon et le Sud-Vietnam, dans l'espoir d'éliminer les soldats ennemis réfugiés. Le 16 mars 1968. Après l'offensive du Tet, on soupçonne des soldats de Viet Cong de se cacher dans le village de Son My. La région, connue sous le nom de Pinkville, est réputée pour être fortement piégée par le Viet Cong. La compagnie Charlie du 1er bataillon, 20e régiment d'infanterie, 11e brigade, 23e infanterie, subit 28 pertes au cours de ses premiers mois au Sud-Vietnam. Les ordres donnés aux soldats en colère sont clairs. C'est ce que vous attendiez. Cherchez et détruisez et vous l'avez. Ouais, j'ai entendu parler de certains gars qui allaient là-bas dans les villages et parlaient de descendre des gens. Et vous savez, vous voyez vos potes se faire tirer dessus à côté de vous, vous vous faites toucher la nuit et vous ne pouvez rien faire. Certains gars ont aussi un peu perdu le contrôle. Vous savez, j'ai vu certains gars, même en fait, se tirer dessus pour sortir du terrain parce qu'ils ne voulaient pas y être. Les soldats, sous le commandement du lieutenant William Calley, entrent dans le village pour une mission de recherche et destruction qui devient rapidement un massacre. Plus de 300 civils non armés sont tués, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. Une jeune fille est violée puis assassinée. Calley aurait ordonné à un groupe de villageois de s'aligner près d'un fossé ouvert et les a abattus avec sa mitrailleuse. L'un de mes instructeurs de vol faisait partie de la division Americale et il survolait souvent les 4 villages de Malai. Et une fois que le lieutenant Calley est passé par Malai 4, je crois que c'était le numéro du village où le massacre a eu lieu. Il a dit qu'avant cela, il recevait toujours des tirs ennemis venant des villages de Malai. Il a dit qu'après que cela soit arrivé, ils n'ont plus jamais reçu un seul tir ennemi contre eux. Je n'arrivais pas à y croire. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le lieutenant Calley est-il utilisé comme bouc émissaire? Parce que où était son sergent? Où était le sergent et pourquoi ne gardait-il pas ses hommes sous contrôle? Vers 9 heures, l'adjudant Hugh Clowers Thompson Jr. survole de nouveau My Lai dans son hélicoptère d'observation pour fournir un soutien aérien à l'infanterie au sol. Lui et son équipage voient dans le capitaine Ernest Medina exécuter une femme à bout portant. Puis ils voient le fossé rempli de corps. Après une altercation avec Calley, Thompson pose son hélicoptère entre 10 civils fuyant les soldats du 2e peloton de la compagnie C. Il évacue les villageois avec 2 hélicoptères Utility Helicopter, un huée et sauve un garçon enterré parmi les morts dans le fossé. Thompson rédige furieusement un rapport officiel sur les meurtres à son retour à la base. Le lieutenant-colonel Frank Barker exige aussitôt des explications à Medina, qui ordonne alors à la compagnie Charlie de cesser le feu. Dans le but de dissimuler le massacre de My Lai, le gouvernement récompense Thompson avec la Distinguished Flying Cross. Il cite Thompson pour avoir sauvé un enfant vietnamien et pour avoir amélioré les relations vietnamo-américaines dans la zone d'opération. Thompson jette la citation à la poubelle, écœuré. 22 mars 1968. Notre principal sujet, c'était le siège de Khe Sanh avec les Marines et ils prenaient vraiment cher là-bas. Et puis un jour, ils nous ont déplacés à Khe Sanh, ce qui était la première fois, je crois, qu'on a eu des tirs d'artillerie ennemis. On nous a envoyés là-haut pour tirer sur des canons qui étaient dans la montagne et qui tiraient sur la base des Marines. C'était différent quand ça revenait vers toi, tu ne savais jamais ce qu'était l'artillerie.
c'était toujours toi qui tirais. Et puis on avait des chars qui nous poursuivaient, hein. On avait des mouvements de troupes tout autour de nous. Et puis finalement, le reste de l'infanterie de la première cavalerie est arrivé à Khe-Sanh, à régler beaucoup de choses là-bas et à relever les Marines à la base. Et j'ai remarqué que certains Marines ne vont pas dire que cette histoire est vraie. Depuis l'attaque initiale, Khe-Sanh continue de résister aux barrages ennemis. Les Marines bâtissent des bunkers pour résister aux obus ennemis de 82 mm. Les choses se calment le 6 mars. Cela est sur le point de changer. Les forces nord-vietnamiennes reprennent leur bombardement du fort à un rythme de 100 obus par heure. Les États-Unis ripostent par des bombardements. Ce n'est que le 8 avril que le siège prend fin. 77 jours après le début des attaques, plus de 1600 soldats nord-vietnamiens ont été tués. Des milliers d'autres ont été tués par les bombardements, leurs corps réduits en morceaux. Alors que les Américains abandonnent et détruisent Khe-Sanh en juin, les deux camps revendiquent la victoire. C'est au mieux une victoire creuse. Pendant ce temps, la perception publique positive de la guerre continue de s'estomper. Après son propre voyage au Vietnam, le journaliste respecté Walter Cronkite donne son point de vue sur la guerre en février, qualifiant la guerre du Vietnam d'impasse. Il déclare que la seule issue rationnelle sera alors de négocier. Non pas en tant que vainqueur, mais en tant que peuple honorable qui a tenu sa promesse de défendre la démocratie et a fait de son mieux. L'Amérique est stupéfaite. Vous savez, nous étions au Nord-Vietnam pendant l'offensive du Tet. C'est censé être le grand, c'est quelque chose. Et Walter Cronkite dit « Oh mon Dieu, il faut qu'on parte d'ici. C'est horrible. » Nos pertes étaient minimes lors de l'offensive du Tet comparée à celle du Nord-Vietnam, qui a perdu 25% de sa population masculine âgée de 19 à 21 ans. Et tu trouves ça incroyable? Ils étaient à genoux, prêts à jeter l'éponge. Et puis Lyndon B. Johnson leur a proposé des pourparlers de paix, et ils n'en revenaient pas. Ils ont dit « Mon Dieu, j'y crois pas, ces idiots ». Le Nord-Vietnam a précipité ses préparatifs pour une attaque sauvage contre le peuple, le gouvernement et les alliés du Sud-Vietnam. Leur attaque, pendant les fêtes du Tet, n'a pas atteint son objectif principal. Elle n'a pas fait s'effondrer le gouvernement élu du Sud-Vietnam, ni briser son armée comme l'espéraient les communistes. Non, elle ne l'a pas fait. Les forces communistes ont subi une défaite militaire lors de l'offensive du Tet, mais ce fut une victoire psychologique contre les États-Unis et contre leur commandant en chef. Les combats intenses d'Ophomacant de l'offensive du Tet, comme dans toute bataille, laissent derrière eux une traînée de blessés. Ce sont toujours les infirmiers et les infirmières de terrain qui s'occupent de ces héros blessés. Le Vietnam n'a pas fait exception, même si l'attention se concentrait principalement sur les hommes envoyés, qu'ils soient volontaires ou conscrits. Environ 7484 femmes ont servi pendant la guerre, 83,5%, soit 6250 ont servi comme 6250 infirmières dans les hôpitaux de campagne. Ces infirmières conticoandées ont servi sur des navires hôpitaux de la marine, des hélicoptères de sanitaires de l'armée de l'air et dans les hôpitaux de campagne de l'armée de terre. Nous avions un dicton qui disait que si vous arriviez à l'hôpital, vous aviez 99% de chances de survivre au Vietnam. Que leur est-il arrivé en descendant la chaîne de commandement? Qu'ils soient morts de complications plus tard, nous ne le saurions pas. Mais nous avons pu les stabiliser et les maintenir en vie dans 90% des cas si nous vous avions. Et nous en étions très fiers. La guerre du Vietnam est la première à utiliser des hélicoptères pour évacuer blessés et mourants vers des soins médicaux. Et les hôpitaux étaient situés de façon à accueillir ces soldats et civils blessés amenés par pont aérien. Nous étions à Qui Nhien, qui est une ville située sur l'océan ou la mer de Chine méridionale. L'armée était très fière de dire que si vous étiez blessé sur le terrain, vous n'étiez qu'à 15 minutes de soins médicaux.
vous vous rendiez à l'établissement médical le plus proche, comme un hôpital d'évacuation, une compagnie de triage ou une unité chirurgicale mobile. Ensuite, plusieurs fois par semaine, j'étais à l'hôpital d'évacuation. Après une offensive, tous les hélicoptères amenèrent des patients d'autres zones lors de ce qu'on appelait un afflux. Et parfois, leur bloc opératoire fonctionnait jusqu'à 72 heures d'affilée parce qu'ils passaient par notre zone de triage. Et ils allaient en préopératoire, puis ils allaient en chirurgie, ensuite en post-opératoire, puis ils allaient dans les unités, dans les services infirmiers. Après cela, après quelques jours, s'ils étaient stabilisés, l'armée de l'air venait les évacuer vers le Japon, les Philippines ou Guam. Donc, il y avait un flux constant de patients. Vous connaissiez peut-être un patient pendant 3 ou 4 jours, et c'était tout. Les infirmières des cramières de combat travaillaient et régulièrement des quarts de 12 heures, qui duraient 6 jours par semaine, servant non seulement les soldats amenés du champ de bataille, mais aussi en faisant du bénévolat et en administrant des soins médicaux à la population locale sud-vietnamienne. Leurs horaires sont physiquement et psychologiquement éprouvants, car elles étaient souvent surmenées à la fin des grandes batailles. Nous travaillons 12 heures, 7 jours sur 7. De 7h à 19h ou de 19h à 7h, tu vas prendre le dîner ou le petit déjeuner, peu importe, puis tu vas te coucher, tu te lèves et tu recommences. Et ton travail principal, c'est de t'occuper des soldats, des blessés, quand ils arrivaient. Au début de la guerre, en 1965, il n'y a que 113 liens d'hôpital et 15 infirmières au Sud-Vietnam. En 1968, la mise en place des unités médicales est terminée, avec l'ajout de 11 unités de réserve et de la garde nationale. 900 infirmières servent dans 23 hôpitaux de l'armée et un centre de convalescence pour un total de 5 283 lits. Les infirmières ont en moyenne 23 ans et seulement 35% d'entre elles ont plus de 2 ans d'expérience. 79% sont des femmes et 21% sont des infirmiers. Lorsque ces infirmières ont commencé leur mission de 12 mois, elles sont acheminées directement à la base aérienne de Tan Son Nhat avant d'être affectées à s'écarter à leur poste. La plupart des hôpitaux de campagne sont situés sur de grands aérodromes, à proximité des quartiers généraux de division ou des concentrations de troupes. En raison de leur vulnérabilité dans la zone de guerre, les hôpitaux n'étaient pas toujours épargnés par les ravages de la guerre. Pour cette raison, ils sont fortement gardés. Nous n'étions pas proches des lignes de front, mais très souvent, les lignes de front venaient à nous. Parfois, les Viet Cong encerclaient Quy Nhon. Nous étions en alerte. Nous devions aller dans nos unités hospitalières. Nous allions dans les services, nous occupions des patients. L'armurerie sortait les M16 et les donnait aux infirmières. Les infirmières formaient un périmètre. Heureusement, pendant que j'étais là-bas, nous n'avons eu aucun problème. Nous n'avons pas été submergés. Les patients, bien sûr, étaient bouleversés. Je leur disais, ne vous inquiétez pas. Tant qu'ils ne me mettent pas une arme dans les mains, nous sommes en sécurité. Ne vous inquiétez pas tant qu'ils ne me mettent pas ce M16 dans les mains, les garçons. Nombre d'infirmières portent des treillis en coton olive au lieu de l'uniforme blanc. Leur service va au-delà du champ de bataille et des forces armées, car les infirmières de l'armée se rendent régulièrement dans des cliniques établies pour la population civile, offrant des vaccinations et des soins médicaux de base. Elles effectuent également des visites médicales dans les foyers vietnamiens et les orphelinats. D'habitude, si vous deviez parcourir une distance, vous preniez l'hélicoptère et pouviez regarder en bas. Et si vous êtes sur une rivière, si vous suivez la rivière, vous pouvez voir des bœufs et ce genre de choses. Et on pouvait voir des gens dans les champs en train de récolter du riz avec des chapeaux coniques, etc. Vous voyez la communauté vietnamienne. Les blessures de guerre sont en réalité moins nombreuses que les maladies et les infections, qui représentent 69% de toutes les admissions. L'environnement impitoyable et la guerre laissent les soldats lutter contre des infections causées par des débris volants, ainsi que contre des blessures de guerre dues aux explosions et aux tirs. Les avancées de la technologie médicale depuis la Seconde Guerre mondiale entraînent cependant des séjours hospitaliers plus courts, ainsi qu'un taux de mortalité plus faible parmi les patients, de 2,6 pour 1000 contre 4,5% à l'époque de la Seconde Guerre mondiale.
À 13h01, le docteur King est abattu et tué par une seule balle tirée par un homme blanc, James Earl Ray. En réponse, des émeutes éclatent dans plus de 100 villes américaines. Le sénateur de New York, Robert F. Kennedy, en campagne pour l'investiture démocrate à la présidentielle de 1968, annonce la mort du Dr King à un public dans un quartier majoritairement noir d'Indianapolis, dans l'Indiana. Presque 2 mois jour pour jour plus tard, le 5 juin, Robert F. Kennedy est lui-même assassiné, quelques minutes seulement après avoir remporté les primaires démocrates de Californie. Le gouvernement, tant sur le sol américain qu'à l'étranger, est dans un état chaotique. Le général William Westmoreland continue de demander des soldats supplémentaires au Vietnam, 200 000 de plus dans ce qui est devenu une guerre d'usure. Le président Johnson rappelle Westmoreland pour lui proposer le poste de chef d'état-major de l'armée américaine. Le mandat de Westmoreland au Vietnam a vu le nombre de soldats américains passer de 20 000 à 500 000, retiré Westmoreland directement de l'équation vietnamienne. Il est remplacé par le général Creighton Abrams, l'adjoint de Westmoreland depuis mai de l'année précédente. Abrams privilégie le nettoyage et le contrôle pendant la guerre. Son plan consiste à diviser les unités en groupes plus petits et, plutôt que de simplement poursuivre l'ennemi, à entraîner les forces sud-vietnamiennes à se défendre elles-mêmes. La guerre au Vietnam a-t-elle dépassé le point de non-retour ? L'Amérique fait face à ses propres incertitudes sociales alors que le président Johnson se prépare à quitter ses fonctions. Avec l'échec militaire des communistes lors de l'offensive du Tet et le propre désenchantement des États-Unis, les pourparlers de paix préliminaires entre Hanoï et Washington District of Columbia se retrouvent rapidement dans une impasse. Washington veut que toutes les troupes nord-vietnamiennes soient retirées du Sud-Vietnam, tandis que le Nord-Vietnam refuse de reconnaître un gouvernement provisoire au Sud-Vietnam sous la direction de Nguyen Von Thieu. L'espoir d'une issue est éclipsé par la méfiance de l'Amérique envers son propre gouvernement et l'anxiété suscitée par la guerre. Avec la mort de Robert Kennedy, le vice-président Hubert Humphreys, favorable à la guerre du Vietnam, est en position de décrocher l'investiture démocrate. Des milliers d'étudiants convergent vers la Convention démocrate de Chicago pour protester contre l'investiture attendue. Les manifestants anti-guerre s'affrontent avec la police, la garde nationale de l'Illinois, l'armée et les services secrets pendant 5 jours. Le 28 août, le 3e jour de la Convention, est surnommée la bataille de Michigan Avenue. La police de Chicago frappe, lance des gaz lacrymogènes et arrête les manifestants. 589 arrestations sont effectuées avec 100 manifestants et 119 policiers blessés. Comme pour la bataille de Hue, la couverture médiatique transmet le désordre en Amérique. La Convention républicaine désigne comme candidat l'ancien vice-président et rival de John F. Kennedy, en 1960, Richard Milhouse Nixon. Nixon se présente comme une figure stable qui séduit la génération socialement conservatrice de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de rétablir la paix au Vietnam et de reconstruire l'Amérique autrefois fière. Le choix que nous ferons en 1968 déterminera l'avenir de l'Amérique, de la paix et de la liberté dans le monde, pour le dernier tiers du XXe siècle. Et la question à laquelle nous répondons ce soir, l'Amérique peut-elle relever ce grand défi ? Dans le cadre du plan des États-Unis visant à renforcer les forces armées sud-vietnamiennes par la formation, l'opération Sea Lords, qui signifie Asie du Sud-Est. Lacs, océans, rivières et deltas. La stratégie est conçue par Elmo R. Zumwalt, Jr., commandant des forces navales au Vietnam. Notre supérieur direct était l'amiral Zumwalt, plus tard chef du personnel de la marine américaine, et il a même été surnommé le père de la Brownwater Navy, parce que beaucoup des idées que nous utilisions au Vietnam venaient de lui. Concernant la conception des embarcations, la patrouille et le ravitaillement. Le vice-amiral Zumwalt est nommé en septembre 1968. Il avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale et reçu une étoile de bronze pour bravoure lors de la bataille du golfe de Leyte.
Après cela, il a servi dans toute la marine, toujours en marin, et a obtenu le grade de contre-amiral. Juste un mois après sa nomination en tant que commandant au Vietnam, il est promu vice-amiral. Son commandement est une unité de la flotte fluviale, comprenant les innombrables vedettes rapides qui patrouillent assidûment les rivières et les ports du Sud-Vietnam. Les gens ne réalisent pas qu'on n'a vraiment pas de temps libre dans une zone de guerre. On dit souvent que c'est 10% d'action et 90% d'ennui, d'accord. Mais avec le type de travail que nous faisions, nous étions constamment en mouvement, donc on n'avait vraiment pas ce plaisir de s'ennuyer. L'objectif militaire principal des seigneurs de la mer est de perturber les lignes d'approvisionnement nord-vietnamiennes depuis le Cambodge et vers le Sud-Vietnam via le delta du Mekong. En travaillant en tandem avec la marine du Sud-Vietnam et les forces terrestres alliées, l'opération va perturber cette précieuse ligne d'approvisionnement nord-vietnamienne. La force de surveillance côtière comprend 81 patrouilleurs rapides, 26 vedettes de classe point de la garde côtière et 39 autres embarcations. La force de patrouille fluviale compte 250 patrouilleurs et dragueurs de mines. La force d'assaut fluviale dispose de 184 monitors et autres embarcations blindées, ainsi que d'une escadrille d'hélicoptères d'attaque, légère 3 avec 25 hélicoptères armés. La marine sud-vietnamienne apporte sa flotte de 655 navires vedettes de patrouille et embarcations d'assaut. 5 pelotons de Navy Sea, Air and Land opèrent également des unités maritimes. Les communistes sont encore sous le choc de leur perte sur le champ de bataille lors de l'offensive du Tet et sont repoussés vers les zones frontalières par les forces alliées. Les anciens bastions du Viet Cong sont repris par les forces américaines et rendus aux Sud-Vietnamiens, tandis que le Viet Cong est forcé de se replier vers la zone frontalière. La première phase de l'opération Sea Lords voit les forces alliées créer des barrières de patrouille le long des voies navigables parallèles à la frontière cambodgienne, principalement grâce à l'utilisation de capteurs électroniques. En décembre de cette année-là, les forces navales américaines remontent les voies navigables depuis la zone du bec de Perroquet au Cambodge afin de couper les routes d'approvisionnement vitales du Viet Cong, directement à leur propre base et zone de repos. Malgré une forte opposition, l'opération Front permet aux Alliés de prendre le contrôle des routes menant vers et depuis le Cambodge. Les voies navigables au nord-ouest de Saïgon jusqu'au golfe de Siam sont aux mains des Alliés, ce qui entrave les forces ennemies. L'opération Seigneur de la mer est un succès. En octobre 1969, un an après le lancement de la campagne des Seigneurs de la mer, les forces communistes du delta du Mekong étaient dites sous forte pression. Les barrières successives d'interdiction à la frontière ont retardé et perturbé le ravitaillement et le remplacement des troupes ennemies depuis le Cambodge. Les opérations de raid ont frappé des zones de base vulnérables et le déploiement de la base flottante a permis aux forces alliées de pénétrer profondément dans ce qui avait été un sanctuaire du Viet Cong. De plus, les forces américaines et vietnamiennes ont capturé ou détruit plus de 500 tonnes d'armes ennemies, de munitions, de nourriture, de médicaments et d'autres fournitures. De plus, 3000 soldats communistes ont été tués et 300 capturés au prix de 186 hommes alliés tués et 1451 blessés. D'ici 1970, la marine sud-vietnamienne prendra pleinement le contrôle de l'opération Sea Lords, démontrant ainsi le succès de la vietnamisation. 1er novembre 1968, opération Rolling Thunder. La campagne de bombardement aérien des États-Unis prend fin. Cela a coûté à l'Amérique 900 avions, avec 818 pilotes morts ou portés disparus. Des centaines d'autres sont faits prisonniers de guerre par les Nord-Vietnamiens. Près de 300 000 attaques ont été menées entre l'armée de l'air, la marine et le corps des Marines. La quantité d'artillerie dépasse déjà les tonnes larguées pendant la guerre de Corée, ainsi que pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que les Nord-Vietnamiens n'ont perdu que 120 avions, on estime à 182 000 le nombre de civils pris sous le feu et tués. En janvier précédent,
La CIA a estimé à 370 millions de dollars les dégâts infligés au Nord-Vietnam. Le 6 novembre 1968. La lutte électorale pour la Maison-Blanche atteint une conclusion historique, alors que Richard Nixon l'emporte de justesse. Sa promesse et son engagement envers le peuple américain sont de mettre fin à la guerre du Vietnam grâce à son propre plan secret et avec une paix honorable. Cela permettra aux États-Unis de rester une superpuissance mondiale. Le 29 janvier 1969, Richard Milhous Nixon prête serment en tant que 37e président des États-Unis. Pour la première fois, parce que les peuples du monde veulent la paix et que les dirigeants du monde ont peur de la guerre, le temps joue en faveur de la paix. Dans 8 ans, l'Amérique célébrera son 200e anniversaire en tant que nation. Et au cours de la vie de la plupart des personnes vivant aujourd'hui, l'humanité célébrera cette grande nouvelle année, qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans, le début du 3e millénaire. Quel genre de nation serons-nous? Dans quel genre de monde vivrons-nous? Que nous façonnions l'avenir à l'image de nos espoirs, cela dépend de nous, cela sera déterminé par nos actions et nos choix. Le plus grand honneur que l'histoire puisse accorder est le titre d'artisan de la paix. Cet honneur revient maintenant à l'Amérique, l'occasion d'aider à guider le monde, enfin, hors de la vallée des troubles et vers les hauteurs de la paix dont l'homme rêve depuis l'aube de la civilisation. Si nous réussissons, les générations futures diront de nous, aujourd'hui vivants, que nous avons su maîtriser notre époque, que nous avons contribué à rendre le monde sûr pour l'humanité. Ceci est notre appel à la grandeur. Et je crois que le peuple américain est prêt à répondre à cet appel. Beaucoup d'Américains espèrent, contre toute attente, la fin de la guerre. Décembre 1968. Le commandement américain à Saigon lance l'opération Speedy Express. Ce programme de pacification accéléré se concentre sur la province de Kien Ho, dans le delta du Mekong, un centre névralgique du Viet Cong. L'objectif de Speedy Express est de perturber le Viet Cong en coupant leurs lignes d'approvisionnement et en éliminant les partisans ennemis. Kien Ho était aussi une communauté prospère où des milliers de familles menaient leur vie quotidienne. Pourtant, les frappes aériennes et terrestres américaines continuent. Kien Ho subit le gros des 3381 frappes aériennes. À la fin de l'opération Speedy Express, le 31 mai 1969. Les estimations des morts ennemis s'élèvent à 10 889 avec seulement 748 armes saisies. Beaucoup de ceux considérés comme ennemis sont abattus selon la méthode tirer d'abord, poser des questions ensuite. Si un Vietnamien est désarmé, il est abattu avant même de pouvoir atteindre une arme potentiellement cachée. Il faudra encore 3 ans avant que le peuple américain n'apprenne l'existence de Speedy Express. À la fin du mois de décembre 1968, il y a 549 500 soldats américains au Vietnam. Le coût de la guerre, s'élevant à 77 350 millions de dollars, paraît bien dérisoire comparé aux 16 592 vies américaines perdues. C'est l'année qui compte le plus grand nombre de victimes. Tous les soldats veulent rentrer chez eux et ils cherchent tous la paix. Peu m'importe qu'il s'agisse de la Première Guerre mondiale, de la Seconde ou du Vietnam. Il n'y a aucun soldat ou aucun Américain qui accorde plus de valeur à la paix que le soldat américain qui a été au combat. Et, vous pouvez demander exactement la même chose à l'un de nos soldats qui est actuellement en Afghanistan. Le voisin du Vietnam, le Cambodge, continue de poser problème aux États-Unis. Selon les accords de Genève de 1954, le pays est encore techniquement neutre.
Le prince Norodom Sihanouk, cependant, a permis au Viet Cong d'établir son quartier général et d'utiliser le port cambodgien de Sihanoukville. Le prince Sihanouk accepte de reprendre la diplomatie avec les États-Unis vers la fin de 1968, tout en traitant avec le prince sur le plan diplomatique. Le président Nixon choisit de s'attaquer au problème du Viet Cong au Cambodge. Nixon brave les restrictions gouvernementales en autorisant l'opération Menu, un bombardement secret du Cambodge. Le 18 mars 1969, un mois après une attaque agressive du Viet Cong contre des bases américaines et Saigon qui laisse 1140 Américains morts, le président Nixon donne son accord pour la première frappe contre les bases ennemies au Cambodge. 60 bombardiers B-52 ont largué 2400 tonnes de bombes sur la supposée base du Viet Cong. Considéré comme un succès, 15 autres sites suivront. Nixon et son conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, font tout leur possible pour garder les frappes top secrètes. Le Congrès n'est pas informé et Nixon falsifie des registres téléphoniques pour couvrir ses traces. Cependant, ils sont découverts quand le journaliste du New York Times, William M. Beecher, révèle l'opération Menu grâce à une source gouvernementale anonyme. L'article du 9 mai met Nixon en colère, qui soupçonne d'abord l'assistant de Kissinger, Morton Halperin, d'être à l'origine de la fuite, et il lance une série d'écoutes téléphoniques illégales et non enregistrées du FBI. Malgré cela, cependant, l'opération Menu se poursuit pendant encore un an. La fin de 1968 marque l'année la plus sanglante de la guerre au Vietnam et le début de 1969. En avril de cette année-là, la guerre a déjà dépassé les 33 269 hommes tués pendant la guerre de Corée une décennie plus tôt. Mais il y a encore plus à venir. Car la guerre est loin d'être terminée et le pays se retrouvera confronté à encore plus de questions dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création de contenus historiques comme celui-ci, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.